Alors, on commence. Les hépatites virales. D'abord, les généralités. L'hépatite est une inflammation du foie. Vous savez pertinemment, tout ce qui est it, ça veut dire c'est inflammatoire. Le terme hépatite, oui, attendez, voilà. Le terme hépatite virale est réservé aux maladies associées à des virus dont la cible principale est l'hépatocyte, d'où le terme hépatite, avec comme syndrome prédominant une hépatite clinico-biologique. Alors, 6 virus sont essentiellement responsables d'hépatite. On va les voir. L'hépatite A, donc B, C, D, E et G. Ils appartiennent tous à des familles différentes, sauf pour le C et le G, et ont des caractères différents. Vous allez voir au fur et à mesure que ces hépatites-là, leur mode de transmission est différent. Certains sont des ADN, d'autres sont des ARN. Leur famille est différente et pourtant, elles causent le même syndrome hépatique. L'hépatite A et l'hépatite E, c'est apostrophe, ont une transmission orofécale et sont responsables d'hépatite aiguë. Il faut bien garder en tête la A, la E, transmission orofécale, et elles causent des hépatites aiguës. L'hépatite B, D et C ont une transmission parentérale, sexuelle, périnatale et sont responsables d'hépatite aiguë pouvant évoluer vers la chronicité avec comme complication la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Donc, j'insiste, mode de transmission A et E, et on va le voir. On va voir chaque hépatite seule. Donc, orofécale pour la B, D et C, parentérale, sexuelle et périnatale. On commence par notre virus de l'hépatite A. D'abord, classification. Vous connaissez tous l'ordre des cours pour la virologie. Il y a toujours classification, épidémiologie, physiopathologie, pouvoir pathogène, diagnostic généralement direct et indirect. C'est l'agent de l'hépatite qui est à transmission orofécale, qui a été découvert en 1973. Le virus est un virus à ARN, la famille Picornaviridae et le genre hépatovirus. Ça, c'est la carte d'identité des virus. Pico, ça vient de petit. ARN, c'est l'ARN du virus. Viridae, c'est la famille. La structure. Pour les structures de façon générale, vous allez garder les éléments les plus importants. Là, on va parler d'abord de son diamètre. C'est une particule sphérique non enveloppée. Vous savez pertinemment que tout virus non enveloppé est beaucoup plus résistant qu'un virus enveloppé. Nous, dans notre tête, on se dit peut-être qu'il a une enveloppe, donc il est mieux protégé, mais non, puisque l'enveloppe est lipidique. Donc, c'est un virus résistant donc, à l'extérieur, petit, parce qu'il est de 27 nanomètres de diamètre. Il possède une capside icosaédrique à 32 caps sommaires constituée de protéines virales. Ces protéines virales, c'est protéines virales 1, protéines virales 2, protéines virales 3 et protéines virales 4. Moi, ce que je voudrais que vous gardiez, capside icosaédrique qui a des protéines virales 1, 2, 3 et 4. Le génome, c'est un ARN positif, simple brun de 7,5 kilobases et qui comprend 3 parties. Kilobase, c'est une unité de mesure en biologie moléculaire
représentant une longueur de 1000 paires de bases d'ADN bicaténaires ou 1000 paires de bases d'ARN. Donc, c'est une unité de mesure qui est utilisée en biologie moléculaire. À partir de là, c'est pour vous expliquer et pour que vous schématisez dans votre tête. Le génome est constitué de quoi? D'une région conservée non codante en 5' liée à une protéine VPG, c'est Viral Protein Genome Linked, et où est situé le site ribosomal. Il faut absolument revenir vers le cours de structure virale et multiplication des virus. Une région, donc je vous ai dit 3 régions. Une région non codante terminée par un résidu polyadényl, AAA en 3'. Entre les deux, un large cadre de lecture comportant 3 domaines. Donc, protéine 1 va coder pour les protéines de la capside. Protéine 2 vont coder pour les protéines 2A, 2B, 2C. Et j'ai un petit schéma pour vous expliquer. Protéine 3 qui va coder pour les protéines 3A, 3B, 3C et 3D. Ce n'est pas à apprendre, c'est seulement pour que vous compreniez comment est fait le génome ARN. La capside, elle est composée de 4 protéines. Donc, 4 protéines vont nous donner une sous-unité. Les 5 sous-unités vont nous donner un pentamère et les 12 pentamères vont nous constituer notre capside. On passe au cycle de multiplication. Hépatite, donc la cible principale, forcément, ça va être l'hépatocyte. Le cycle de multiplication est celui des picornavirus. C'est une grande famille. La picornavirus, c'est la famille, la maladie la plus connue, c'est la pyélomyélite. Variabilité génétique, ils ont 7 génotypes, de 1, 2, 3 jusqu'à 7 sont humains, les autres sont siamiens. L'infection suscite la formation d'anticorps antivirus de l'hépatite A, IgM d'abord, puis IgG ensuite. Alors, j'ai essayé de schématiser. Le cycle de multiplication, c'est que vous compreniez. Vous avez d'abord la première étape, c'est l'attachement, qui va se faire au récepteur des poliovirus, qui est le CD155. Ce n'est pas à apprendre. L'essentiel, que vous connaissez les étapes. Il y a un attachement. Par la suite, il y a une pénétration et une décapsidation. Quatrième étape, on va avoir bien sûr, vous voyez l'ARN positif, polyadénylé 3', 5' et la VPG. Il y aura une traduction après la réplication. Donc, vous avez 5e étape réplication. Forme réplicative positive, on a le négatif. Et de là, on a les différents virions qui sont positifs. Traduction des virions à travers les ribosomes pour obtenir les protéines de la capside, la capside, l'assemblage et par la suite la libération des différents virions. C'est seulement à connaître, ce n'est pas à apprendre. Ce cycle a lieu au niveau du cytoplasme cellulaire et il va durer de 6 à 8 heures. Épidémiologie. Ça, c'est important. Il faut toujours associer l'hépatite A au niveau socio-économique. Ça a été corrélé. La distribution de l'hépatite A dans le monde est corrélée au statut socio-économique. On distingue 3 zones. Zone de haute endémicité, qui correspond aux pays en voie de développement. La prévalence des anticorps anti-hépatite A virale à l'âge de 20 ans atteint 70% à 100%. Les jeunes enfants sont immunisés très tôt. Et on va en parler tout à l'heure. Plus le jeune enfant est immunisé tôt, mieux c'est. Deuxième zone d'endémicité intermédiaire, la prévalence des anticorps anti-hépatite A, moins importante, elle est de 20 à 50%. Vous voyez qu'elle est moindre. Le premier contact avec le virus est tardif. Les épidémies sont plus fréquentes. Troisième zone d'endémicité qui est faible, donc disons la prévalence des anticorps anti-hépatite A, ils vont être de 11%. Le virus ne circule presque plus. La population est plus vulnérable à l'infection lors du déplacement à une zone de haute endémicité. Et ça, c'est les pays développés généralement. Vous voyez sur cette carte géographique que l'Algérie
C'est une région de haute endémité, elle est élevée. Les autres sont de faibles, mais dans ce cas, pour l'hépatite A, plus on est immunisé jeune, mieux c'est. On passe à la physiopathologie. L'incubation est de 30 jours. Le virus va pénétrer par voie digestive, donc généralement c'est l'alimentation, les fruits et légumes mal lavés, l'eau contaminée, se multiplie dans le foie, s'élimine dans les selles. Donc quand on dit voie digestive, c'est pour ça on a dit la contamination, transmission orofécale, voie digestive, multiplication dans le foie, ce sont les cellules de choix, s'élimine dans les selles à partir de 3e semaine. Incubation après un court séjour dans le sang de 1 à 2 semaines. Voilà un schéma qui simplifie la physiopathologie. Cliniquement, presque toujours asymptomatique chez l'enfant inférieur à 4 ans. C'est pour ça que je vous dis, mieux plus on est au contact, plus tôt on est au contact de virus de l'hépatite A, mieux c'est pour l'organisme et pour l'être humain. Généralement asymptomatique et parfois sévère chez l'adulte. Généralement symptomatique et parfois sévère chez l'adulte. La létalité est supérieure à 1% après l'âge de 40 ans. Asymptomatique chez l'enfant de moins de 4 ans. Symptomatique chez le jeune adulte. Et il y a un risque de mortalité supérieur à de 1% chez la personne qui contracte l'hépatite A à l'âge de 40 ans. Le diagnostic repose sur l'ictère, donc c'est visible, on devient ictérique, généralement 10% des cas, c'est le critère clinique le plus important. On a un syndrome grippal, une asthénie, elle est grande, un trouble digestif et les selles sont décolorées. Au niveau de l'interrogatoire, on va avoir une notion de contact qui est récente, voyage en pays d'endémie, contact avec des enfants en crèche, consommation de fruits de mer, consommation d'eau peut-être qui n'était pas potable. La biologie non spécifique, bien sûr, qui dit atteinte hépatique, il va y avoir une élévation des transaminases. Le diagnostic virologique proprement dit, diagnostic direct, microscopie électronique au niveau des selles, détection immuno-enzymatique ou radio-immunologique de l'antigène, hybridation par sonde ADN complémentaire ou ARN ou PCR. Et la culture, elle est très difficile, donc elle ne va pas être effectuée. Même la microscopie électronique, ça va être les laboratoires de référence qui ont un microscope électronique. Donc déjà, si on peut détecter j'allais vous dire, par immuno-enzymatique les antigènes, ça sera très bien. Ça, c'est pour le diagnostic direct. Pour le diagnostic indirect, on va être à la recherche du IgM anti-hépatite A virale. C'est le diagnostic de certitude. Si on commence à avoir les anticorps IgM, l'élévation de la courbe que vous avez au niveau du courbe, ça veut dire que c'est vraiment l'hépatite A. Par immunocapture ou par compétition. Donc, l'apparition précoce de 1 à 5 semaines avant l'ictère, maximum, donc une semaine après, et disparition 2 à 6 mois. La disparition va être de 2 à 6 mois, laissant place aux IgG qui persistent à vie. Donc, l'immunité, elle va être à vie pour l'hépatite A. Donc, pour l'immunocapture, c'est quoi? Ce sont les anticorps qu'on va rechercher, qui vont se fixer sur l'antigène, qui est préalablement, qui va tapisser le puits. Donc, on dirait que c'est un système immunitaire. Les éventuels anticorps liés qui vont résister au rinçage, puissant la cible d'anticorps porteurs d'une enzyme qui réagit avec le substrat. Le résultat est alors positif. Pour tout, j'allais vous dire, je pense que vous avez fait le diagnostic virologique, donc pour toutes les techniques, ça va être ce sont des techniques qui ont été déjà vues au niveau du diagnostic virologique. Mais pour moi, le plus important, c'est que vous sachiez l'évolution des anticorps, la symptomatologie, et bien sûr, ce
sans parler de la structure, de la prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces hépatites-là. La cinétique des anticorps anti-hépatite A virale, vous avez le titre des anticorps, vous avez les semaines. Donc, je pense, vous avez toutes, je ne vais pas dire la réponse immunitaire schématisée. D'abord, on a la phase d'incubation durant 4 semaines, donc j'ai dit durant 1 mois. Durant 1 mois. Donc, on a l'incubation qui est de 1 mois. Ça va être 4 semaines. La phase symptomatique, c'est là où on va avoir, j'allais vous dire, l'anorexie, la fièvre, l'hyper, et par la suite la guérison. Donc, le virus, cette courbe, elle est caractéristique. Hein. Le virus dans le sang, vous allez le trouver entre la 2e semaine et disons maximum la 5e semaine. Le virus dans les selles apparaît après la virémie dans le sang. Donc, ça va être entre la 3e semaine jusqu'à presque la 6e semaine. Les azates, le transaminase pour toutes les hépatites vont être très élevés. On a la primo-infection IgM anti-hépatite A virale qui répond, et par la suite, les IgG qui vont être durables et immunisants. Donc, il suffit qu'on fasse notre hépatite A, on est tranquille à vie. J'avance. Voilà. Le traitement. D'abord, il y a les mesures d'hygiène. Surveillance du personnel de cuisine. Traitement des eaux de boisson, de piscine. J'allais vous dire, par rapport à l'alimentation, il faut avoir une hygiène très rigoureuse par rapport au coquillage, coquillage qu'on consomme. Hein. Les crustacés. Il y a beaucoup d'éléments par rapport à cela parce que ça peut causer des épidémies. Immunothérapie passive, recommandée au cours dès la 2e semaine suivant l'exposition, soit avant le départ en zone d'endémie. Donc, avant le départ, donc on sait qu'on va dans une région à risque, donc on s'immunise pour ne pas avoir la symptomatologie et qui n'est pas durable, qui va durer environ 3 mois. Elle peut être utile et surtout pour l'adulte 40 ans, 50 ans qui n'a pas été immunisé contre l'hépatite A. Elle assure une immunité rapide en 3 à 5 jours qui va durer environ 3 mois. La vaccination, il y a des vaccins, il y a des solutions. Vaccin inactivé, donc quand je donne les détails pour la vaccination, ce n'est pas à apprendre. Ce que vous gardez, c'est que l'hépatite A, il y a un vaccin, ce vaccin est inactivé. Maintenant, les modalités de faire 2 injections à 6 ou à 12 mois d'intervalle confèrent une protection de 20 ans. Indiqué à partir de l'âge de 1 an, généralement quand on va voyager en zone d'endémie, les institutions, les hémophiles, les handicapés et les hépatopathies chroniques. Donc, dès la naissance, on a un problème, on va vacciner l'enfant pour que ça ne se complique pas. J'espère que c'est clair pour l'hépatite A. Les éléments les plus importants, je vous ai dit, c'est la structure du virus, l'épidémiologie, savoir que c'est lié au niveau socio-économique, la clinique de façon bref, la courbe et l'interprétation de cette courbe-là, et enfin la prévention. On passe à l'hépatite E. Classification, je vous ai dit au tout départ dans les généralités, ce sont des virus dont les familles sont différentes, sauf pour la C et la G. Là, elle est proche des Celtiviridae, en attente de classification, donc vous savez très bien que ça évolue à chaque fois. Découvert en 1983, agent d'hépatite aiguë à transmission orofécale, responsable d'épidémies dans les pays en voie de développement et d'hépatite grave chez la femme enceinte. Pardon, excusez-moi. Dans le cours, j'ai fait par classification A, B, C, D et E. Et là, j'ai pris le parti de faire l'hépatite A et l'hépatite E qui sont à transmission orofécale d'abord. Et après, je suis passée à la B, la D, la C. Donc, les phrases clés. Responsable
responsable d'épidémies dans les pays en voie de développement et d'hépatite grave chez la femme enceinte. Gardez bien cela. Quand on dit hépatite E, la gravité réside chez la femme enceinte. La structure, particules sphériques non enveloppées. La capside icosaédrique, je vous ai montré tout à l'heure c'est quoi une capside icosaédrique. Le diamètre de 27 à 30 nanomètres. Le génome ARN simple brun, positif, polyadénylé en 3' et 4 génotypes. Donc là, vous pouvez déjà garder les mêmes caractéristiques. Le génome comprend 3 cadres de lecture. ORF. Donc, ORF, c'est Open Reading Strength. Donc, cadre ouvert de lecture de régions non codantes en 3' et 5'. Ce n'est pas à connaître, c'est à comprendre. Je vais vous dire, dans cet ARN, il y a un ORF1, ORF2, ORF3. Ce sont des cadres de lecture qui vont coder pour des protéines. L'ORF1 va coder la protéine non structurale. Je les cite, mais ce n'est pas à apprendre, c'est à comprendre. Méthyltransférase, protéase, ubicase, ARN polymérase. L'ORF2 va coder pour la protéine de la capside qui est glycosylée. Et l'ORF3, il y aura un chevauchement ORF1 et ORF2 qui va coder une protéine impliquée dans l'assemblage de la nucléocapside. Le cycle de multiplication, brièvement, il y a un attachement, pénétration, décapcitation de l'entrovirus, il y aura une synthèse des protéines non structurales, l'ARN brun négatif qui va se former. Par la suite, en réplication et transcription, la 5e étape, synthèse des protéines qui est structurale, et enfin encapsidation et libération de l'entrevirion. Je vous dis pour les cycles de multiplication, il faut revenir vers le premier cours ou deuxième cours, je pense. C'est le premier cours. Épidémiologie, réservoir, possibilité de transmission à l'homme du virus d'animaux, notamment le porc. J'allais vous dire, généralement, dans des fermes, dans des contextes bien précis, donc le virus, l'homme va être contaminé par un virus animal. Transmission féco-orale, j'insiste depuis le début, la A et E, transmission oro-fécale. Transmission par l'eau de boisson qui est contaminée. Transmission interhumaine qui est peu importante. L'hépatite E virale est responsable de plus de 50% des hépatites aiguës entériques. Des épidémies apparaissent dans les régions à l'hygiène précaire et lorsque les systèmes d'épuration sont défectueux, pluie abondante ou inondation généralement. Donc, l'hygiène est remise en cause pour l'hépatite E. La zone de prévalence, j'ai la carte géographique. Vous voyez l'Algérie là, c'est une zone d'épidémie pour l'hépatite E. Physiopathologie, l'incubation est de 40 jours, alors que par comparaison, je vous le dis, l'hépatite A c'est 30 jours. Le virus pénètre par voie digestive, donc ça va être la même physiopathologie, se multiplie dans le foie, bien sûr, et s'élimine dans les selles après un court séjour dans le sang. Exactement quelques jours. La clinique, asymptomatique dans plus de 50% des cas, touche beaucoup plus l'adolescent et l'adulte jeune par rapport à l'hépatite A qui va toucher généralement les enfants parce qu'ils vont jouer dehors. Je parle en Algérie. L'hygiène, elle peut être un peu laborieuse, donc c'est pour ça, du moins il n'y a pas quelques années, les enfants moins de 4 ans, 5 ans, ils étaient tous immunisés contre l'hépatite A. Pour la E, ça va toucher surtout l'adolescent et l'adulte jeune, surtout l'épidémie. Létalité 1 à 3%. Donc, vous voyez qu'elle est plus élevée que l'hépatite A, notamment chez l'adulte. 10 à 20% chez la femme enceinte lors du dernier trimestre. Quand j'ai dit l'hépatite E, j'ai dit garder la cible. Elle va toucher la femme enceinte du dernier trimestre, celle qui n'a jamais rencontré l'hépatite E. 10 à 20%. Le diagnostic virologique, ça va être
Détection du génome par la RT reverse transcriptase PCR dans le plasma et ou dans les selles. Détection du virus par immunomicroscopie électronique qui va être non utilisée en pratique courante. Pour le diagnostic indirect, ça va toujours être les anticorps IgM et IgG. L'infection va susciter la formation d'anticorps antivirus hépatite E IgM d'abord, 1 à 5 semaines avant les signes cliniques, maximum d'une semaine après. Il persiste 8 à 12 semaines. Les IgG ensuite et persistent quelques années. Par méthode ELISA, IgM détecte les 3 premiers mois. On va avoir la courbe, vous allez le voir. ELISA utilise soit des protéines synthétiques ou recombinantes. Détection plus longue, mais ne permet pas de différencier entre infection ancienne et récente en zone d'endémie. Voilà l'image. Voilà. C'est l'évolution des marqueurs virologiques de l'hépatite à virus E, donc l'hépatite E. Vous voyez, on a dit, donc là, au départ, c'est par jour, puis ça va passer par mois. Donc, on a dit 40 jours d'incubation, mais là, on a déjà le virus, la virus, on retrouve le virus dans les selles. La symptomatologie, il faut schématiser, c'est comme presque l'hépatite A. Les transaminases, je vous dis, pour tout ce qui est hépatite transaminase, vont être très élevées. Au départ, on a les IgM et par la suite, les IgG, qui vont durer tout au long de la vie. La prévention, respect des mesures d'hygiène universelles. Désolé. Voilà. J'insiste, je répète, il n'y a que les mesures d'hygiène qui peuvent nous protéger contre l'hépatite A et E notamment. Vaccin en cours d'évaluation. On a fait l'hépatite A, on a fait l'hépatite E, donc on a fait les 2 hépatites dont la transmission est oro-fécale. On va passer au virus de l'hépatite B, qui est très intéressant et long. Donc, la classification, la carte d'identité du virus, il appartient à la famille des Hepadnaviridae, le genre Orthohepadnavirus. Donc, pour vous dire déjà, quand on dit Hepadnavirus, on sait déjà le génome est de type ADN. Donc, dans la famille et le genre, c'est déjà indiqué. L'espèce type, c'est le virus de l'hépatite B. La taille, il est à 42 nanomètres. On va parler de la particule de Dan parce que l'hépatite B a une caractéristique. On a le virion qui contient le génome qui est l'ADN circulaire partiellement bicaténaire et on a, j'allais vous dire, des enveloppes qui sont vides, qui ne contiennent pas d'ADN, qui peuvent être sous forme de patomie un peu plus allongée. Donc, le génome, je viens de le dire, ADN circulaire partiellement bicaténaire. Quand je vous dis hépatite B, vous me dites, donc, le génome est à ADN, il est circulaire, c'est l'une des caractéristiques principales, et il est partiellement bicaténaire. La capside, elle est icosaédrique, l'enveloppe, elle est lipidique. Cet ADN-là contient 8 génotypes. La structure, dans le sérum, on retrouve 3 types de structures. Alors, on va parler de la particule de Dan qui mesure 42 nanomètres de diamètre. Vous voyez, virion ou particule de Dan. Le virus, il est complet. C'est la particule infectieuse. Ce virion est infectieux. Pour les enveloppes, des protéines d'enveloppe synthétisées en excès, donc sous forme soit sphérique, soit filamenteuse. Donc, c'est des on va synthétiser un peu plus les antigènes HBS qui vont mesurer 22 nanomètres de façon générale de diamètre. Et ces virions, ces particules ne sont pas infectieuses, non infectieuses. Donc, si je vous dis quelle est la particule de l'hépatite B qui est infectieuse, c'est la particule de Dan. Pardon, excusez-moi. En avance,
La particule de Dan comporte de l'extérieur à l'intérieur d'abord une enveloppe, c'est une double couche lipidique où sont insérées 3 protéines de surface ayant en commun le déterminant antigénique, l'antigène HbS. C'est clair? Donc, au niveau de l'enveloppe, vous gardez en tête qu'il y a l'antigène HbS. La structure du virus de l'hépatite B est très importante. C'est à partir de là qu'on va avoir l'interprétation des anticorps et de la réponse immunitaire. Cet antigène HbS, il est composé d'une protéine majeure qui est S, qui est l'antigène HbS, une protéine moyenne M, antigène HbS et pré-S2, et une grande protéine L, qui est l'antigène HbS, pré-S2 et pré-S1. Ce n'est pas à connaître ni à apprendre. Gardez en tête, particule de Dan, au niveau de l'enveloppe, il y a l'antigène HbS. Et je l'ai très bien schématisé sur les planches à venir. Deuxième élément important, on a la capside. Une capside, c'est le corps, le noyau, le cœur, qui est de 27 nanomètres, icosaédrique. Donc, si vous voyez bien, jusqu'à maintenant, c'est toujours presque icosaédrique, formé de protéines C, donc qui dit capside, corps C, qui porte l'antigène HbC, qui va être le témoin de la multiplication virale non détectée dans le sérum, mais dans les hépatocytes. Quand, on va le voir par la suite, pour l'interprétation des courbes, quand on retrouve antigène HbS, ça veut dire qu'il a une hépatite. Quand je retrouve l'antigène HbC, que je ne retrouve pas dans le sérum, mais dans l'hépatocyte, ça veut dire qu'il est en train de se multiplier. Témoin de la multiplication virale. La structure virale de l'hépatite B est très importante pour comprendre par la suite les courbes d'interprétation de l'hépatite aiguë et de l'hépatite chronique. J'insiste, je répète. Dans cette capside aussi, il y a l'antigène HbE. C'est un produit de dégradation de l'antigène HbC. Donc, je vous dis capside, corps, qui est formé d'une protéine dans l'abréviation C, contient antigène HbC, qu'on ne détecte pas dans le sérum, qu'on retrouve dans l'hépatocyte et qui est le témoin de la multiplication virale. L'antigène HbE, produit de la dégradation de l'antigène HbC, peut être détecté dans le sérum. Un génome qui est l'ADN, je vous dis dans la carte d'identité, très important le génome, ADN, circulaire, partiellement bicaténaire, c'est caractéristique. Il possède un brin long L1, L- et un brin court S+. Long et court, associé à une ADN polymérase. On avance. Voilà la structure, comment je l'ai schématisée. Particule de Dan, 42 nanomètres de diamètre. On a une enveloppe, vous la voyez, sur laquelle on a l'antigène HbS. Je l'ai schématisé en rouge. On a la capside sur laquelle on retrouve l'antigène HbC qui est le corps et l'antigène, on a dit HbE, qui est un produit de dégradation de l'HbC. Le génome qui est l'ADN partiellement bicaténaire. Il y a un bras long L et un bras court small S. Donc L et S. Et qui contient le bras court, l'ADN polymérase. Donc, si vous arrivez à mémoriser la structure de virus de l'hépatite comme ça, schématiquement, vous allez avoir, ça va vous simplifier pour l'interprétation des cours par la suite. Le génome, le brin négatif, comporte 4 phases ouvertes de lecture, ORF, qui se chevauchent pour augmenter la capacité codante. On distingue 4 gènes principaux. Donc, les gènes pré-S1, pré-S2 et S qui vont coder pour les protéines d'enveloppe, qui sont S, M et L. Mis à part le génome, les détails que je vais vous démontrer là, c'est pour que vous compreniez le schéma que je vais vous montrer dans les prochaines planches. Le gène pré-C, c'est code pour la région pré-C.
séquence signal nécessaire à l'insertion dans les membranes du réticule endoplasmique d'un peptide qui est de 25 kg d'alphan. Après maturation, il donne un peptide de 15 à 16 kg d'alphan qui est l'antigène HBE sécrété dans le plasma sous forme de soluble. Code pour la région C, une protéine de 21 kg d'alphan, antigène HBC, qui s'assemble pour former la capside. Je répète, ce n'est pas à apprendre, c'est seulement à comprendre. Le gène P va coder pour l'ADN polymérase. Celle-ci est formée de 3 domaines. Premier domaine qui va être le domaine N terminal lié à la